Bonjour à tous, bienvenue. Je suis ravi d'être parmi vous pour vous parler d'un sujet qui me passionne avec un intervenant passionnant. Quelques mots pour nous présenter. Je m'appelle Othman. Pendant 4 ans, j'ai travaillé chez Microsoft où j'étais en charge de la réalité mixte. Et il y a maintenant 2 mois, j'ai décidé de quitter Microsoft pour accompagner les entreprises à comprendre les enjeux des technologies immersives et les aider à choisir les expériences immersives qui correspondent à leurs besoins. Et pendant mon expérience chez Microsoft, j'ai eu la chance de rencontrer le docteur Nataf, avec qui est, je me permets de présenter, chef de service chirurgie cardiaque à l'hôpital Bichat à PHP, responsable scientifique Labcom Lynx à l'INSERM et VP Innovation à Univ Paris Cité. Est-ce que j'ai bon? Merci de J'ai cette rien oublié. présentation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense que ça, c'est bon, ça marche. Avant de rentrer dans le vif du sujet et parler de la combinaison de ces deux technologies, je voudrais juste m'assurer qu'on soit tous sur le même longueur d'onde de compréhension de ces technologies. Je ne vais bien évidemment pas expliquer ce qu'est l'intelligence artificielle, mais passer 30 secondes pour expliquer ce qu'est la réalité mixte. Aujourd'hui, quand on parle de technologie immersive, on a la réalité augmentée qui permet de visualiser des hologrammes. La réalité virtuelle, vous savez ce que c'est, mais la limite, c'est que physiquement, on ne peut pas se déplacer. Quand on parle de réalité mixte, c'est le mélange des deux. En portant un casque, on va pouvoir avoir une vue parfaitement claire sur notre environnement physique et on va voir dans notre champ de vision des hologrammes avec lesquels on va pouvoir interagir à main nue. Donc on est factuellement sur une nouvelle forme d'interaction avec le numérique. Et pour finir, sur cette partie théorie, sur le marché, il existe un ensemble de casques de réalité mixte, donc qui permettent justement d'avoir une vue claire sur l'environnement physique tout en augmentant notre réalité. Et si je ne me trompe pas, docteur, vous avez travaillé avec l'un de ces casques ici présents, qui était plus Lynx. On a une vidéo qui va tourner derrière, mais avant, j'avais 2 questions pour vous. La première, c'est comment vous en êtes arrivé à utiliser cette technologie immersive de réalité mixte et aujourd'hui, concrètement, quelle est la valeur apportée à vos pratiques? Oui, absolument. Alors, la réalité mixte, c'est ce que vous avez décrit. On peut interagir avec des éléments en 3 dimensions et pouvoir enseigner, pouvoir traiter grâce à ce qu'on va gagner par ces technologies immersives. Là, vous voyez un petit exemple pendant que je suis en train de parler où on va interagir dans une salle de cathétérisme. Alors, c'est que pour l'instant de l'expérimental parce qu'on ne va pas utiliser ça chez l'homme tant qu'on n'a pas vraiment les autorisations et les certifications pour pouvoir utiliser. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est l'interaction, rajouter des éléments digitaux, bouger avec. Comment j'ai découvert ça? En fait, le casque qu'on utilise, c'est le casque Lynx. Et on a créé, grâce à ça, un centre de recherche en technologie immersive avec comme partenaire industriel cette start-up française qui est Lynx. Comment j'y suis venu? C'était il y a 5 ans déjà. J'ai vu Stan Larocque, qui était le CEO, 24 ans, et il m'a montré un prototype avec un casque énorme, et il m'a dit c'est de la réalité mixte. Je n'ai rien compris. Et je lui ai dit viens au bloc opératoire. Il est venu au bloc opératoire, il a vu ce qu'on était en train de faire, et il a dit ok, vous êtes au Moyen-Âge, maintenant moi je vais vous apporter des outils. Et c'est là qu'il est venu avec son casque. Il a quand même mis 5 ans à le développer, à le mettre en production et maintenant à le commercialiser. Et c'est avec cet outil qu'on utilise ou pour lequel on a créé des cas d'usage pour pouvoir l'utiliser en bon escient. Génial. Et là, du coup, on a vu un peu une représentation de ce que vous avez utilisé. Regardez bien, parce que là, ce qu'on fait, c'est qu'on a pris l'image d'une coronarographie, et cette coronarographie, on l'a mis en surimpression sur un cœur. Et ce qui nous permet d'avoir une sorte de navigation. On va venir un peu plus tard, tu vas montrer un petit peu ces outils de navigation qu'on pourra avoir. Ok. Donc ça, c'est un très beau cas d'usage qui montre en fait comment peut être utilisé ce type de technologie. Et en fait, il faut vraiment avoir en tête que ces casques, quels qu'ils soient, sont des ordinateurs à part entière. Et par exemple, concrètement, ce que vous pouvez faire avec un ordinateur, quand vous faites un call Teams, vous pouvez partager votre écran. Là, en fait, quand vous portez un casque, vous pouvez partager votre champ de vision. Et concrètement, quand j'étais chez Microsoft, j'ai eu l'occasion d'organiser en fait avec la PHP un événement qui a duré 24 heures, qui était la 24 heures de la chirurgie holographique, où concrètement, on a réuni 12 chirurgiens de 12 pays différents. Et l'un après l'autre, les chirurgiens portaient un casque et étaient en mesure de partager leur champ de vision avec des chirurgiens à distance qui visualisaient ce que voyait le chirurgien. Donc là, par exemple, sur cette image, on a un chirurgien bolivien qui partage son champ de vision avec des chirurgiens d'autres pays. Ici, c'est le chirurgien indien, belge, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que
c'est un ordinateur, c'est-à-dire que le chirurgien qui porte le casque, il entend les personnes qui lui parlent, il y a un micro, donc les gens à distance peuvent voir ce qu'ils voient et le conseiller. Et donc concrètement, à quoi ça sert? Ça permet tout simplement d'avoir une sorte de partage de bonnes pratiques pour de la formation. Donc imaginez comme si vous aviez une GoPro tout simplement sur votre tête, sauf que là, en plus de pouvoir partager vos champs de vision, vous pouvez parler avec les personnes. Et ici, c'était un autre extrait qui utilisait un peu cette technologie. Donc là, ce que vous voyez, ce n'est pas de la post-production, c'est exactement ce que voit le chirurgien et qui peut être aussi utilisé pour de la formation. Donc là, en fait, on visualise en 3D les différentes étapes à réaliser pour réaliser cette chirurgie. Donc, partage de bonnes pratiques, partage de conseils, et puis c'est une nouvelle forme de collaboration qui ne change en rien la prise de décision du chirurgien. C'est quelque chose de très important à avoir en tête. On a un autre cas, donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un ordinateur. Donc avec un ordinateur, on peut le connecter pour partager son champ de vision, mais c'est un ordinateur qu'on peut connecter aussi à d'autres outils, donc à d'autres capteurs. Et là, en l'occurrence, j'aimerais bien, docteur, si vous pouvez nous présenter ce cas de figure qui est utilisé pour de la formation. Oui, alors ça va être la formation, mais ça peut être de l'assistance à distance. Ça a même été présenté au CES de Las Vegas en 2023. En fait, on va traquer nos mains. On a un matériel, c'est Ultralib qui le développe, qui permet d'imprimer nos mains. Et ces mains permettront à distance de guider quelqu'un qui va faire un geste. Alors là, on montre une manipulation pour luxer un cœur. On va montrer 3 à 4 fois quel mouvement je dois faire. Et après, avec le casque, j'ai plus qu'à reproduire les mouvements. Donc ça, c'est de l'assistance à distance. Là, on le montre pour un cœur, mais tous les cas d'usage sont possibles et dans tous les métiers possibles et imaginables. Donc là, en résumé, ce qu'on a présenté, c'est des cas d'usage de la réalité mixte pour l'assistance à distance, pour de la formation, pour de la position dans l'espace de nouvelles données. En tant que tel, on a une forme d'intelligence artificielle dans ces casques parce qu'il y a besoin de reconnaître les mains, il y a besoin de reconnaître certains objets, reconnaître justement le head tracking aussi. Mais derrière, comme je l'ai dit encore tout à l'heure, c'est un ordinateur. Donc on va pouvoir le connecter à des capteurs de main, mais on va aussi pouvoir le connecter à des solutions d'intelligence artificielle qui existent. Ce que vous voyez sur cette vidéo, par exemple, qui a été utilisée, en fait, c'est une vidéo d'expérimentation de navigation. Donc, en fait, on va guider le chirurgien dans sa pratique. Donc, il va prendre les mesures. En fait, les capteurs vont être en mesure de mesurer en temps réel et de faire une recommandation au chirurgien de l'action à faire. Donc là, c'est une forme d'utilisation d'intelligence artificielle en tant que support de navigation, tout simplement. Et le docteur travaille aussi avec d'autres acteurs pour pas seulement naviguer, mais concevoir en amont le modèle 3D grâce à l'intelligence artificielle. Oui, exactement. Alors là, on travaille avec General Electric dans le groupe et quand on s'occupe de chirurgie ou de chirurgie coronaire, on a besoin d'avoir une reconstruction de l'arbre coronaire. Les artères coronaires, c'est ce qui vascularise le cœur, le muscle cardiaque et qui le font marcher. On a plusieurs moyens de déceler les lésions sur ces artères coronaires. On a ce qu'on appelle le coroscanner. Le coroscanner, c'est un scanner qui va permettre de voir, en faisant des coupes, les artères coronaires et déceler, vous le voyez sur les petites flèches oranges, les plaques calcaires qui peuvent se trouver sur ces artères et qui peuvent les rétrécir. C'est un bon examen, mais on a besoin de le coupler à un autre examen qui est un examen en 2 dimensions, alors que là, on pourrait avoir l'examen en 3 dimensions. C'est la coronarographie. Et là, on arrive à déceler le pourcentage exact de rétrécissement de l'artère. Résultat, on a 2 examens qui sont différents, un en 3 dimensions, l'autre en 2 dimensions. Et grâce à l'intelligence artificielle et la computer vision, on arrive à coupler ces 2 examens pour arriver à faire un module en 3 dimensions qui, adapté à la réalité mixte, nous vient dans notre champ de vision pendant l'opération et nous sert de géolocalisation, c'est-à-dire que c'est notre roadmap qu'on va utiliser pour mettre, par exemple, sur le cœur du patient. On va prendre le réseau coronaire qui a été reconstruit en 3 dimensions et grâce à l'IA, montrer exactement où sont les lésions et on va pouvoir les installer sur notre cœur et savoir exactement à quel endroit on doit travailler. Ces artères-là mesurent 1 ou 2 mm. Donc, il faut vraiment avoir en tête que les casques, quels qu'ils soient, sont juste, entre guillemets,
un moyen de consommer la donnée qui existe. Et surtout d'exploiter le plein potentiel de la 3D. Parce que avant ces casques, ces données, elles existent. On n'a rien révolutionné en quelque sorte, sauf bien sûr avec l'IA qui permet de facilement, facilement concevoir un modèle 3D. Mais en fait, ces modèles 3D existaient jusqu'à aujourd'hui, sauf qu'on les voyait en 2D. On les voyait sur un écran, on les voyait sur un scan. Là, on a enfin des outils qui permettent tout simplement d'exploiter le plein potentiel de 3D. Et surtout, en fait, ce qui est logique, c'est qu'on peut voir des choses en 3D qu'on ne peut pas voir en 2D. Et c'est tout l'intérêt de ces technologies lorsqu'elles sont combinées. Alors, il y avait aussi d'autres, parce que du coup, on l'a dit tout à l'heure, vous travaillez surtout avec des laboratoires, et j'aimerais bien que vous nous disiez un peu plus sur ces... Parce que pour être en totale immersion, il faut se retrouver dans le lieu. Il n'y a pas beaucoup de monde ici qui a été dans un bloc opératoire à paraître malade, là. J'espère que pas trop, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui aient l'utilisation d'un bloc opératoire. Et là, en fait, c'est un milieu très restreint. On ne connaît pas le bloc opératoire et quand on doit enseigner comment on doit se comporter dans un bloc opératoire, ça fait toujours peur parce qu'on a peur de voir une opération. Alors, pour rentrer en totale immersion dans ce bloc opératoire, on a une cabine, une capsule, comme une capsule spatiale. Et dans cette capsule, on va se mettre en 360 degrés dans le bloc opératoire. Là, je rentre dans ma capsule. C'est ce qu'on a dans notre laboratoire à l'INSERM. On rentre dans la capsule et quand on est à la capsule, on peut rentrer directement dans le bloc opératoire sans y être réellement. On est à 360 degrés et on peut naviguer dans le bloc opératoire. C'est de la téléportation parce qu'on va rester sur place et l'équipe elle-même va utiliser le matériel dans la capsule, le matériel de visualisation des données du patient en étant dans la capsule et sans bouger. Tout ça, c'est une première interaction, c'est une première téléportation, mais il n'y a pas que ça. Parce que cette interaction-là qu'on a avec l'ensemble de l'équipe qui travaille à distance, à des milliers de kilomètres, eh ben, la réalité mixte va même permettre de nous téléporter en personne directement dans ce bloc opératoire que vous voyez. Là, ce que vous voyez, c'est mon avatar. Je me suis fait un petit peu mieux que ce que je suis normalement. Là, j'ai un médecin qui est en train de regarder un petit peu. Elle n'est jamais rentrée dans ce bloc opératoire. Elle ne sait pas comment se comporter. Et je la guide. Sauf que moi, je suis à Montréal, à 6000 km d'ici. Elle est à Paris, dans notre laboratoire et en direct avec la salle d'opération. Et je lui donne des conseils. Alors psychologiquement, c'est très bien de voir son professeur arriver et lui dire, voilà, tu es là, ne te sens pas perdu, je suis là et je vais t'expliquer les différents gestes que tu vas pouvoir faire pour opérer ton futur patient, pour simuler une intervention, ou même, si j'étais dans le bloc opératoire, pour guider le chirurgien à faire cette opération. Puisque tout à l'heure, je vous ai montré comment on traquait les mains. Et maintenant, je peux, grâce à ces téléportations et en étant à distance, à des milliers de kilomètres, je peux guider un chirurgien qui va être en train d'opérer. Alors je le réconforte en étant là, mais je peux faire mieux encore que d'être juste là pour lui parler ou être en face de lui. Je peux m'incorporer directement en face de lui, mais même directement sur lui et fusionner avec lui. Je me déplace. N'oubliez pas que je suis à 6000 km. Je me déplace et je rentre en fusion directe avec l'autre opérateur. Résultat, je peux surimprimer mes mains et on peut dialoguer, on peut être à côté. Et quand je suis complètement en fusion, les deux mains se ressemblent et la réaction de mon étudiante quand elle travaillait, elle dit « je ne sais plus quelles sont mes mains. Est-ce que c'est les vôtres? Est-ce que c'est les miens ?» Et c'est ça qu'elle m'a dit. Or, j'étais à 6000 km, donc j'étais vraiment très, très à distance pour pouvoir faire ça. En fait, on a une forme de collaboration à distance avec ce sentiment de présence et qui améliore l'apprentissage, qui rend l'apprentissage beaucoup plus ludique, immersif et engageant. Et pour créer ces modèles 3D, du coup, derrière, il faut créer une sorte de captation volumétrique des personnes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Voilà, 348 caméras, on est reconstruit. Là, c'est moi avec mon assistante. Je suis en train de faire un nœud. Et là, c'est moi avec le casque en train de me regarder faire des nœuds. Et résultat, je rapprends le geste en même temps. Les hologrammes m'ont permis de me retrouver. Si je lève le casque, je me suis dit, mais où ils sont passés? Alors que je sais très bien que c'est moi et que ce sont des hologrammes. Donc là, l'immersion est totale. Et on peut arriver donc avec ces hologrammes, et maintenant en y rajoutant une IA générative, c'est-à-dire rajouter un petit peu de langage, un petit peu d'explication, un petit peu de réponse aux questions, pas faire seulement de la gestuelle, mais également
permettre un aspect question-réponse. Alors l'hologramme, il est très utile parce que je peux faire play, je peux faire pause. Quand j'arrive pas à faire un geste, ben, je peux m'arrêter et recommencer, et jusqu'à que j'ai acquis ce geste. Mais pareil, ça peut permettre, vous voyez, qu'on est 3 maintenant à essayer de faire les mêmes gestes. Et tout ça, c'est un outil majeur pour la formation. C'est un outil majeur quand il n'y a pas assez de formateurs, parce qu'on peut se cloner à 1 million de fois. En fait, il suffit d'avoir le casque, se revoir à distance et arriver à enseigner à des milliers de personnes. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, on peut créer, je l'ai mentionné tout à l'heure, on peut créer des scénarios. Juste pour savoir, il nous reste 5 minutes. On finit. Ok, une minute, top chrono. Donc juste pour compléter ce que disait le chirurgien, là c'est une autre situation où en fait pour former les opérateurs, les internes, ils se forment dans une salle qui est physiquement vide mais holographiquement remplie. Donc derrière, ça permet d'éviter d'avoir à payer entre 200 et 300 000 euros à un mannequin et en même temps utiliser une forme d'intelligence artificielle pour créer des scénarios en fonction des actions qui sont faites par les internes. Et tout ça bien sûr en temps réel. Et ça tombe bien parce qu'on avait complètement fini. Pour finir, du coup, il existe aujourd'hui, le docteur a créé une sorte de diplôme universitaire autour du métavers pour la santé avec la PHP. Et si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez nous contacter ici. Vous pouvez même tester les technologies au stand en face, il y a la DK, c'est le stand synergisant, je pense. Merci à tous, on a respecté le temps.